Cette conférence va maintenant être enregistrée. Très bien. Daniel, je vous laisse commencer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Daniel Cap, donc vice-président de l'AT2E, Association Technique Énergie Environnement, qui depuis 42 ans en fait œuvre aux côtés de l'agence sur tous les thèmes d'efficacité énergétique, notamment dans l'industrie. Alors, vous avez sans doute participé à un des webinaires généraux qu'on a organisé avec l'ADEME le 16 septembre, le 18 septembre ou le 25 septembre, pendant lesquels l'ADEME a présenté les différents dispositifs, appel à projet et appel à manifestation d'intérêt, qui vont se retrouver au cœur du plan de relance pour la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui, donc, c'est un webinaire un petit peu particulier qui va être axé essentiellement sur la définition de la situation de référence. Donc, comment présenter ces dossiers, comment définir une situation de référence. Donc, c'est Elsa Chauny et Guillaume Daille de l'ADEME, que je remercie, du service industrie, qui vont prendre la main à partir de maintenant. Alors, vos questions, vous les passez uniquement par le chat et ils seront repris en milieu de réunion à peu près avec l'aide de Marc Gendron, qui est le délégué général du club C2E de la T2E. Elsa, je vous cède la parole. Alors, Daniel, juste pour ceux qui ne connaissent pas donc GoToMeeting, le chat vous l'avez avec une espèce de petite bulle à côté des personnages et donc c'est assez facile. Vous entrez votre message, vous écrivez et vous envoyez. Voilà. À vous, Elsa. Merci Marc, merci Daniel pour cette introduction et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je remercie encore la T2E de nous avoir aidés à monter ces webinaires. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Daniel, c'est un webinaire un peu particulier. Moi, je vais très rapidement vous rappeler les modalités de l'appel à projet Indus EE, donc sur l'efficacité énergétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres dispositifs et je vous laisserai vous référer au webinaire si jamais vous avez des questions ou nous contacter si jamais vous en avez encore après. Alors, je vais d'abord donc vous rappeler les modalités sur l'appel à projet et ensuite je laisserai Guillaume se concentrer sur les situations de référence et les situations contrefactuelles pour après échanger avec vous sur vos questions. Voilà. Donc, je fais un petit zoom sur la période d'ouverture qui, vous le savez, sans doute est très très courte, ouverte le 10 septembre et elle se clôture le 20 octobre. Donc très court pour déposer un dossier, on en est pleinement conscient, mais aussi très court pour nous de notre côté pour instruire les dossiers. Donc on est bien sur des projets, sur une aide à l'investissement pour des projets d'efficacité énergétique avec des technologies matures, on n'est pas sur de l'innovation. Des projets qui présentent une enveloppe d'investissement de plus de 3 millions d'euros. Donc là, je ne parle pas du tout de coûts éligibles, mais bien des dépenses totales du projet. Alors, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai listé également quelques typologies de projets qui sont éligibles à cet appel à projet. Donc, par exemple, évidemment, la mise en place ou le remplacement d'équipements avec des performances énergétiques supérieures. Concernant la récupération de chaleur fatale, tout ce qui n'est pas éligible au fonds chaleur fatale est éligible à cet appel à projet non, tout ce qui n'est pas éligible au fonds chaleur fatale est éligible à cet appel à projet. Donc, typiquement, la récupération de chaleur fatale et la valorisation sur le même procédé est éligible à cet appel à projet. Et la récupération de chaleur et la valorisation via la production d'énergie mécanique ou électrique est également éligible à cet appel à projet. Donc, notamment, les ORC sont éligibles. Il y a deux modalités d'aide disponibles cette année, uniquement pour 2020. Donc, la première est assez simple et assez classique. On s'est basé sur le fonds chaleur, celle du fonds chaleur. Donc, le règlement général de l'encadrement communautaire des aides publiques nous donne pour l'efficacité énergétique les taux d'aide suivants selon la taille de votre structure. Taux d'aide qui sera appliqué à une assiette des dépenses éligibles. Assiette des dépenses éligibles qui sera composée des coûts éligibles. Donc, au sein des 3 millions d'euros, on va extraire des coûts éligibles, desquels seront déduits un investissement de référence. Je laisserai Guillaume rentrer plus en détail sur ce point. On a gardé également les mêmes modalités d'analyse économique que dans le fonds chaleur fatale, notamment à travers l'analyse d'un temps de retour brut après aide, qui doit être supérieur à 24 mois. Donc dans le fonds chaleur, c'est 18. Ici, c'est 24 mois. L'objectif étant d'uniformiser les deux à 24 mois l'année prochaine. Dans ce temps de retour brut sera pris en compte notamment le soutien éventuel via les C2E que vous pourriez avoir, parce que les deux dispositifs sont bien articulables.
et également les gains générés par donc votre investissement, autant par les économies d'énergie que par les éventuels gains en quota CO2 que vous pourriez avoir si vous êtes soumis au système de quotas européen EU-ETS. L'autre modalité d'aide possible, c'est une aide exceptionnelle qui est liée au contexte sanitaire. C'est une enveloppe de 800 000 € qui a été débloquée par entreprise. Cette enveloppe a pu également vous servir lors du chômage partiel, par exemple. Donc, il convient au porteur de projet de décider de quelle modalité d'aide il veut pour ce projet, notamment au regard de ce dont il a déjà bénéficié sur cette enveloppe. On garde le critère de TRB de 24 mois comme critère d'attribution de l'aide, mais par contre, vous n'aurez pas de notion d'installation de référence ou de taux d'aide. Petit rappel sur les attendus du dossier de demande d'aide. Il sera composé donc de 3 volets. Un volet administratif que vous remplirez directement sur la plateforme de dépôt Agir pour la transition de l'ADEME, un volet technique et un volet financier. Le volet technique, il nous sert, nous, dans un premier temps, à comprendre le contexte du projet, donc l'activité de votre site, les enjeux et les contraintes de décarbonation qui lui sont liées, les process qui seront liés au projet, qui seront impactés ou non par lui. Et dans un deuxième temps, ça nous aidera à comprendre votre projet, évidemment, donc les objectifs environnementaux, économiques, sociaux, la description technologique, technique de votre projet, donc les technologies que vous allez employer, leurs performances, la situation initiale avant travaux, la situation finale après travaux, et évidemment la situation de référence, et en dernier lieu, évidemment, les gains énergétiques qui sont associés au projet. Le volet financier, lui, nous sert à 3 choses. En premier lieu, il nous sert à déterminer l'assiette sur laquelle on va appliquer le taux d'aide, donc à déterminer l'investissement de référence et les coûts éligibles. Ensuite, il nous sert à comprendre votre plan de financement. Donc, est-ce que vous allez avoir recours à l'autofinancement, quelle aide ADEME vous souhaiteriez, et surtout quelles autres aides ou soutiens vous allez demander. Donc, ça nous permet notamment de vérifier les règles, les modalités de cumul d'aide publique. Et en dernier lieu, ça nous permettra de déterminer le temps de retour brut, notamment à travers les gains énergétiques que le projet va engendrer. Et je conclus sur les questions clés à vous poser pour savoir si cet appel à projet est fait pour vous en 2020. Est-ce que votre projet est bien lié à l'efficacité énergétique? Est-ce qu'il présente bien un montant d'investissement supérieur à 3 millions d'euros? Donc pas en coûts éligibles, bien en coûts totaux. Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions d'investissement dès 2020? Donc si votre comité d'investissement est en 2021, ce n'est pas le bon timing, il faudra revenir nous voir en 2021. Est-ce que vous êtes capable de signer le contrat avec l'ADEME avant la fin de l'année? Et enfin, est-ce que vous avez bien compris que la situation de référence, c'est vraiment un point important du dossier? Et je vais d'ailleurs laisser Guillaume vous expliquer pourquoi. Du coup, je vais prendre la main. Hop. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, là, on prend un temps là dans la série de webinaires qu'on a lancé sur la présentation de l'appel à projet à faire un focus un petit peu plus précis sur deux choses. Un, effectivement, la situation de référence, qui est toujours un petit peu problématique ou assez compliqué à présenter et à monter. Et un autre élément qui n'a pas forcément été évoqué jusque-là dans les autres webinaires, mais qui concerne le caractère incitatif des aides d'État avec la construction d'un scénario contrefactuel. Donc du coup, ma présentation va être articulée en 2 temps. Un premier temps sur la situation de référence et un second temps sur la partie incitativité des aides de l'ADEME. Donc premier point, pourquoi on vous demande dans les dossiers d'établir une situation de référence? En fait, c'est que c'est ça qui permet en fait de déterminer l'assiette des dépenses éligibles, comme l'a évoqué Elsa tout à l'heure. On n'applique pas un taux d'aide à l'intégralité des coûts que vous présentez ou que vous portez dans le projet. On va identifier parmi ces coûts-là des dépenses qui sont éligibles et ça, c'est associé à la situation de référence. Par ailleurs, Elsa l'a pas évoqué, mais on l'a évoqué dans les webinaires, il y a une possibilité d'articuler l'aide ADEME apportée dans le cadre de cet appel à projet avec des éventuels C2E qui pourraient être
valoriser. Et donc du coup, vu qu'on articule, on a besoin également d'estimer ce montant, ce forfait kilowattheure QMAC, et ça s'appuie sur la situation de référence. Donc du coup, pour bien articuler les deux dispositifs, on a fait le choix d'appliquer la même méthodologie que sur la partie C2E, méthodologie qui est exposée dans le guide d'opération spécifique. Alors, il existe déjà un guide, il va être mis à jour bientôt, il sera bientôt publié. Mais du coup, on vous présente un petit peu la même méthode que dans ce guide-là. Alors, il y a 3 éléments qui composent la situation de référence. Le premier les deux premiers qui sont assez techniques. Le plus simple étant de raisonner en consommation spécifique. Le second élément, c'est une quantité produite en lien avec cette consommation spécifique. Les consommations spécifiques étant en général valables que sur une plage de production donnée. Et le troisième élément, c'est le coût de cette installation-là. Donc là, dans les slides qui vont suivre, on vous propose une méthodologie de construction des situations de référence. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais voilà, c'est des choses qui, après plusieurs années d'expérience sur le dispositif C2E, on voit que ça, voilà, enfin, il y a des difficultés à certains endroits, il y a des facilités à d'autres. Donc, mais c'est plutôt une méthode ou un cheminement intellectuel à avoir pour proposer sa situation de référence. Donc, sur la consommation spécifique de référence, l'idée qu'il faut retenir, c'est que la situation avant travaux, elle est jamais représentative, ou en tout cas très rarement représentative du fonctionnement normal ou optimal des installations. Et que dans l'optique d'une situation de référence, il faut plutôt se placer dans un fonctionnement théorique, parfois certains diront idéal, mais l'idée c'est que voilà, globalement l'installation qu'on a en face de nous, elle n'est pas à son régime nominal, elle fonctionne pas de manière optimale, elle n'est pas forcément représentative de l'ensemble des machines de même type. Et donc du coup, il faut faire un petit peu de bibliographie pour arriver à identifier ce qui est censé être le fonctionnement normal de l'équipement. Donc pour ça, il y a plusieurs sources de données. Donc là, on va vous les présenter par ordre décroissant d'importance ou de représentativité. Le premier élément dans lequel vous pouvez avoir des éléments qui sont assez factuels, ça va être dans toutes les fiches d'opération standardisées C2E Industrie, ces fiches-là ont été construites sur la base de situations de référence qui sont décrites. Et donc du coup, vous pouvez récupérer sur des équipements qui font déjà l'objet d'éléments dans les fiches d'opération standardisées, de chiffres un peu en consommation spécifique ou autre, qui permettent de venir appuyer votre situation de référence. Exemple, sur les chaudières, notamment chaudières vapeur, voilà, il y a plusieurs fiches d'opération standardisées sur ce sujet-là dans le dispositif des C2E. Ce qui est retenu dans ces fiches-là, en général, c'est pour la production de vapeur, une chaudière gaz qui a un rendement de 86 ou 87%. Donc voilà, ça c'est vraiment une source de données qui est suffisamment représentative de l'ensemble du parc pour être exploité en tant que situation de référence. Le deuxième élément dans lequel vous pouvez avoir des informations sur des consommations spécifiques, ça va être tout ce qui est réglementaire, normatif, best practice, bref. Voilà, dans tous ces types de documents-là, il peut y avoir des informations sur les niveaux de performance d'équipements en fonction aussi bien des caractéristiques des technos que des gammes de puissance. Donc là, c'est également une deuxième source de données assez forte pour construire une situation de référence. Donc là, pour mémoire, puisqu'on vous enverra les slides après la présentation, il y a la liste de tous les brefs. Alors, il n'est peut-être pas à jour, parce que le date il y a 2 ans, mais la liste de tous les brefs qui existent aujourd'hui en fonction des différents secteurs industriels.
et l'URL sur lesquelles vous pouvez les retrouver. Troisième source de données qu'il est possible d'exploiter, ça va être des données sectorielles. En fonction des syndicats pro, des FEDE, des centres techniques, il peut y avoir des études qui ont été réalisées sur certains procédés. Donc du coup, il y a également ces sources de données-là qui sont exploitables pour construire la situation de référence. Deux autres sources de données. Alors là, on est un peu moins représentatif, on va dire. Ça va être plutôt des données que vous pouvez avoir chez vous en industriel sur des benchmarks soit inter-sites, pour les cas où il y aurait des sites de production qui produiraient les mêmes produits sur des lignes sensiblement identiques, soit des données intra-sites, donc plusieurs lignes sur le même site de production. Voilà, ça permet un peu de moyenner, on va dire, les performances des équipements et d'en retirer une référence. Et enfin, donc ça c'est un exemple d'illustration de ce qui est possible de faire en comparant plusieurs lignes. Voilà, on a les points de fonctionnement des différentes unités qui sont sur site. Et du coup, on peut se créer un benchmark et voilà, en déduire des consommations spécifiques et en fonction des tonnages qui passent dans les fours, en l'occurrence ici. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire si jamais vous n'avez pas eu accès à des données sur des données brefs ou des données sectorielles. Et enfin, en dernier recours, j'insiste vraiment en dernier recours, en argumentant bien sur le fait que vous avez regardé dans les opérations standardisées, vous avez regardé dans les brefs, il n'y a pas de norme applicable, il n'y a aucune donnée sectorielle. Vraiment, votre ligne, elle est unique au monde. Vous pouvez utiliser la situation initiale. Mais c'est vraiment un dernier recours sur cet aspect-là parce que on n'est vraiment pas dans la philosophie de la situation de référence. Voilà pour la partie consommation spécifique. Donc, c'est pas exhaustif en termes de sources de données. Il peut y en avoir d'autres, mais usuellement, enfin sur les C2E, c'est en général celle que nous côté instructeur ADEME, on a vu le plus souvent revenir dans le cas des instructions de dossiers qu'on a pu avoir entre les mains. Le deuxième élément à considérer dans la situation de référence, c'est bien évidemment les quantités produites. Alors, il faut rappeler que dans la AP, on va accorder des aides, mais à isoproduction. Donc, forcément, cette production-là, elle doit être en lien avec la consommation spécifique de la situation de référence. Parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des plages de validité en fonction des équipements sur les quantités produites. Et du coup, avec la situation avant travaux. On recommande, on préconise de s'appuyer sur un historique de 3 ans sur les quantités produites. Alors, cette année, il y a eu le Covid, donc il peut y avoir des gros trous de production. C'est vraiment une base indicative et on comprend tout à fait qu'il puisse y avoir des mois, des semaines, voire même des années qui ne soient pas représentatifs du fonctionnement normal de la ligne. Et donc, du coup, d'exclure ces périodes de temps-là de la base de calcul. Donc voilà, c'est tout à fait des choses qui sont tout à fait entendables, pardon. Mais du coup, voilà, avoir un historique un petit peu long, un petit peu consolidé, ça permet de s'assurer qu'on n'est pas sur une année exceptionnelle, aussi bien dans le bon sens du terme que dans le mauvais sens du terme. Et dernier point, ça concerne le coût, parce qu'il faut chiffrer en fait en termes d'investissement cette solution de référence-là. Et donc là, on n'a absolument pas de méthode miracle à vous proposer. Donc toutes les méthodes sont bonnes à prendre. Devis, ça peut arriver, voilà, que dans des scénarios alternatifs, il peut y avoir des devis sur différents types d'équipements qui avaient des niveaux de performance différents. Donc les devis sont tout à fait recevables. Des factures sur la base d'investissement sur des lignes séminaires qui ont été réalisées en France ou à l'étranger. C'est tout à fait entendable. De l'extrapolation, parce que potentiellement, on n'est pas forcément sur les mêmes points de fonctionnement, donc il faut extrapoler. Voilà, des données qui sont dans la littérature, enfin sur des papiers académiques, souvent il y a des chiffrages un peu. Il peut y avoir sur des équipements des chiffrages à l'euro, à la tonne produite. Donc voilà, globalement, pour le coup, on a une méthode un petit peu moins structurée à vous proposer sur l'estimation des coûts,
mais on est hyper ouvert là-dessus, on n'est pas du tout rigide. Donc ça, c'était pour la partie scénario de référence. Il va y avoir beaucoup de questions, je n'en doute pas. On essaiera d'en répondre au maximum. Mais il y a on voulait également vous alerter sur un autre sujet qui est lié au caractère incitatif des aides de l'ADEME. L'idée étant, quelque part, de mesurer dans quelle mesure l'aide publique vous permet de réaliser un projet que vous n'auriez pas pu faire sans cette aide-là. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur un scénario contrefactuel qui doit permettre de répondre à la question voilà, qu'est-ce que vous auriez fait autour de ce projet si vous n'aviez pas eu d'aide. Donc qu'est-ce que vous auriez fait, comment vous l'auriez fait, quand est-ce que vous l'auriez fait en l'absence d'aide. Donc ça, c'est également des éléments dans l'appréciation du bon ficelage ou du sérieux du dossier. Et du coup, pour vous aider à écrire un petit peu ce scénario contrefactuel, les questions qu'il faut se poser, ou en tout cas nous on va se poser à la lecture, c'est est-ce que le scénario que vous proposez il est crédible ou pas? Est-ce qu'il a été chiffré? Donc est-ce que vraiment vous avez étudié plusieurs alternatives de manière assez approfondie et assez sérieuse pour voilà, envisager les différents niveaux de performance énergétique à l'issue du projet, les niveaux en coût? Est-ce que vous l'aviez planifié dans le temps? Puisqu'un côté incitatif d'une aide d'État, ça peut être le fait d'aller plus vite. Voilà, vous aviez prévu d'investir dans une machine dans 5 ans. Avec l'aide, vous investissez l'année prochaine. Donc voilà, c'est des éléments qui sont tout à fait entendables et qui argumentent sur un caractère incitatif. Quelles vont être les variables de décision entre les différents équipements que vous avez la possibilité de choisir? Donc voilà, le scénario contrefactuel, c'est vraiment une histoire un petit peu illustrée et chiffrée de ce que vous auriez fait en l'absence d'aide, sachant que dans la construction de ce scénario-là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui va être en lien avec l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique, c'est rarement c'est rarement l'alpha et l'oméga de l'investissement dans un équipement sur un site industriel. Il y a très certainement plein d'autres raisons qui font que on investit dans un équipement. Et du coup, il va falloir un petit peu dégager voilà, ce qui est en lien avec l'efficacité énergétique et ce qui est lié avec des problématiques d'augmentation de capacité, de qualité de produit, de flexibilité. Voilà, donc faire un petit peu la part des choses entre ces éléments-là pour qu'on puisse isoler vraiment la spécificité efficacité énergétique. Donc j'ai beaucoup parlé, l'idée c'était vraiment plus d'échanger autour de, peut-être pas des cas hyper précis parce que ça va être compliqué dans le format de rentrer dans vraiment des détails spécifiques à des process ou à des industries. On a conscience que ça peut paraître un petit peu lourd, mais globalement ça va être pour nous des éléments qui vont nous permettre de prioriser les dossiers là, à l'instruction, notamment sur la fin de l'année, où on a un timing assez short, très sincèrement. Donc du coup, quelque part, la robustesse de ces éléments-là vont clairement être un critère d'évaluation et voire même de classement potentiellement des dossiers. Mais il faut aussi bien entendre qu'on est contraint ou encadré par des régimes d'aide bien spécifiques. On ne fait pas ce qu'on veut au niveau des aides d'État auprès de l'Union européenne. Et du coup, le fait d'avoir tous ces éléments-là, ça nous permet d'arriver à quand même faire de la dentelle sur des procédés hyper spécifiques avec un cadre qui nous est donné. Voilà. Donc, le fait d'avoir ces éléments-là nous permet d'explorer et d'exploiter pleinement les possibilités d'accompagnement qu'on a. On est moins sur du presse-bouton, on est vraiment plus dans l'accompagnement personnalisé. Donc du coup, j'ai rappelé l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous joindre. Et très sincèrement, alors c'est des choses qu'on fait assez couramment sur les dossiers spécifiques. Maintenant, c'est faire un petit peu d'assistance ou dégrossissage autour des situations de référence. Et très clairement, dans le cadre de l'appel à projet Indus EE, voilà, c'est des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que
vous montez vos dossiers le plus rapidement possible et que nous, à la fin, on ait les dossiers de meilleure qualité possible pour que l'instruction se passe le plus rapidement possible et en minimisant les allers-retours entre vous, porteurs de projet, et nous sur le mois de novembre. Voilà, donc comme je vous disais, les questions, il peut y en avoir à la fois des très très précises et à la fois des très très génériques. Je vais essayer de prendre au maximum les questions génériques qui touchent le plus de monde, et après par contre les questions hyper spécifiques peuvent faire des bons cas d'exemple. Donc Marc, je te laisse envoyer les questions. Ok, merci Guillaume. Donc Marc Gendron à T2E. Alors il y a de très nombreuses questions, effectivement. Alors il y a des choses un peu spécifiques et plus génériques. Alors on va se lancer. Juste une question à mon avis sur laquelle vous pouvez à peu près répondre, de Fabrice Clouet sur un projet PV, donc 20% de production ALEC et d'ORC 80% à partir de chaleur fatale, est-il éligible? Je vais laisser Elsa répondre. Ouais, je vais laisser Elsa. Ouais. Alors, les projets PV ne présentent pas d'économie d'énergie. On est bien sur un appel à projet efficacité énergétique. Donc là, cette partie des dépenses ne pourra pas être éligible à l'appel à projet. Maintenant, l'ORC, oui. Donc il est possible qu'on proratise aussi et qu'on regarde un peu plus en détail la partie ORC. Ok, donc dans ce cas-là, on ne prend que les 80% liés à l'ORC. C'est ça. Côté calcul TRB, un cas pour les électro-intensifs, doit-on se référer au prix payé à l'opérateur, donc la facture d'électricité seulement, ou peut-on inclure les primes et discounts liés à l'effacement et à l'interruptabilité? C'est pas posé la question, franchement. Bon. Donc ça sera à poser. À débattre. Je suis juste, et très sincèrement, dans notre état d'esprit, on était plutôt sur les factures, mais effectivement, ça peut se discuter, ouais. Alors, le cas d'un projet où en fait on brûle un mélange fuel et résine d'origine renouvelable et on passe ensuite à un mélange gaz et résine renouvelable. Quelle serait la situation de référence dans ce cas-là? Ouais, ça doit être pour la production de vapeur, je suppute. Oui, 45 bars de 15 tonneurs. Ouais, c'est ce que j'annonçais en général sur la production de vapeur. On est sur une situation de référence chaudière gaz nat, qui présente un rendement de 86%. Voilà, alors ça me permet de répondre d'anticiper d'autres questions. Il se peut que vous ne trouviez pas en tout cas dans la littérature ou dans les opérations spécifiques C2E ou dans les brefs ou dans n'importe quoi, les éléments qui soient à votre disposition vous satisfassent pas complètement parce que vous estimez que c'est pas forcément représentatif de votre process. Et dans celui-là, nous, on est tout à fait prêt à l'entendre, mais voilà, il faudra nous expliquer la démarche que vous avez eue en cherchant voilà, telle donnée à tel endroit et nous expliquer pourquoi ça vous satisfait pas, et du coup, pourquoi vous proposez autre chose. Voilà, donc, mais typiquement, sur les questions de chaudière, en première intention, nous, on est plutôt sur la production de vapeur. On est en situation de référence chaudière gaz nat, rendement 86%. Ok, merci. On reste toujours sur les situations de référence. Dans le cadre d'un projet ORC, la situation de référence doit-elle être considérée comme nulle? Alors, usuellement, sur la partie chaleur fatale, on considère des situations de référence nulles, usuellement. Après, au cas par cas, c'est pas forcément vrai. Enfin, aujourd'hui, selon certaines gammes de puissance sur les chaudières, par exemple, les économiseurs, c'est équipé de série, quoi. Donc voilà, je réponds de manière générale à la question très précise aux ORC sur la chaleur fatale. Globalement, c'est souvent une situation de référence, un investissement nul, à coût nul, qui est en investissement de référence, mais ce n'est pas systématique. Voilà, il peut y avoir des petites exceptions qui existent. Tout ça étant lié aux bonnes pratiques dans le secteur d'activité ou sur le process sur lequel on récupère la chaleur.
Merci. Alors, autre cas de situation de référence, comment calcule-t-on une situation de référence si le projet a un impact avec un site voisin? Est-ce qu'on prend au périmètre du site? Est-ce qu'on prend au périmètre de la plateforme, c'est-à-dire du site plus de l'autre entreprise? Alors, je pense que je vais avoir plein de jokers, et là, je vais en utiliser un, parce qu'il faut plus de détails pour répondre à la question. Là, j'utilise mon premier joker. La question, on pourra la traiter en bilatéral, parce qu'il va falloir plus de détails. D'accord. Alors, si un site a la chance d'avoir des données à la fois sur des fiches C2E, bref ou sectorielles, lequel retenir? Considère-t-on qu'il y a une hiérarchie de ces origines de données? C'est un petit peu ce que tu as expliqué, hein. Il y a effectivement une hiérarchie dans Ouais. l'ordre de la donnée dans l'ordre. Déjà, si vous avez plusieurs sources de référence de données, c'est très bien parce que souvent c'est dans l'autre sens, c'est qu'on n'a rien. Donc c'est bien si vous avez plusieurs sources de référence. C'est pas mal de pouvoir les challenger entre elles aussi. Et ouais, si vous avez plusieurs sources, moi je vois absolument aucun inconvénient que vous les compariez entre elles et que finalement, en pesant le pour et le contre sur chacune des sources de données, à votre cas, sachant néanmoins quand même, j'ai quand même présenté par ordre je vais pas dire représentativité, parce que plus on est vers du standardisé, plus il y a un effet moyenne assez large. Très clairement, entre des rendements chaudière, tout parc, toute puissance, toute durée de fonctionnement et une donnée qui peut sortir d'un bref ou d'un autre document sur le rendement caractéristique d'une chaudière bien particulière avec un tonnage bien précis. Voilà, c'est clairement pas le même niveau d'information qu'il y a derrière, donc à adapter en fonction des cas. Ok. Je reste sur les situations de référence avec une question dans un procédé de production d'air comprimé. Quelle serait l'installation de référence dans le cas où l'investissement consisterait à faire de la récupération de la chaleur pour produire cet air comprimé? L'installation de référence serait-elle l'installation à date ou une installation neuve? J'aurais tendance à dire une installation neuve. L'air comprimé aujourd'hui, c'est des compresseurs, beaucoup. Donc, j'aurais tendance à dire ça. Mais à discuter, voilà. Alors, sur la réponse que je vous fais, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Le tout, c'est que les situations de référence soient bien argumentées, voilà, pour échanger. C'est ce que je disais notamment dans le cadre du recours à la situation initiale. On t'entend plus là, Guillaume. Si vous n'argumentez pas sur le fait que vous utilisez la situation initiale, c'est sujet à beaucoup de près derrière nous. Alors que si vous argumentez, j'apprends nous, si vous avez un vrai bien déroulé de recherche et de dégrossissage de la solution de référence. Guillaume, il faudrait que tu coupes ta caméra parce que je pense que ça bouffe de la bande passante et on a un son avec de l'écho. Voilà. Je pense que ça ira peut-être mieux. Alors, sur les situations de référence, alors dans le cas où le procédé de référence est plus coûteux en CAPEX que le procédé prévu par l'investissement, l'assiette de l'aide est-elle nécessairement égale à 0? Je veux bien les cas, qu'on en discute en bilatéral. Alors, toujours situation de référence, les brefs donnent généralement des consommations classiques pour un secteur donné au niveau site et rarement au niveau process. Est-ce suffisamment précis? Tout va dépendre de l'étendue du projet, en fait. C'est vrai que l'on fait vraiment un focus, en tout cas c'est très orienté équipement, remplacement d'un équipement. Dans l'appel à projet, il y a aussi toute une possibilité de faire un bouquet de travaux et de rendre éligible tous ces tout ce bouquet de travaux à aide. Et donc du coup, dans cette logique-là, c'est pas stupide de plutôt raisonner en niveau de performance site et non plus seulement équipement pour pouvoir un petit peu comparer
ben voilà, l'apport du projet ou du plan d'action sur les consommations du site. Donc oui, c'est une possibilité, mais moi en plus en lien peut-être avec un bouquet de travaux. Alors, une question de Arnaud Chopin. Pour le calcul de la situation de référence basée sur l'opération standardisée C2E, les fiches d'opération standardisées ne pourraient-elles pas être complétées pour standardiser le calcul des situations de référence? Cela permettrait une homogénéité de traitement entre les différents dossiers. Tu me refais le début de la question, s'il te plaît? C'est pour le calcul de situations de référence basées sur des opérations standardisées C2E. Oui. Les fiches d'opérations standardisées ne pourraient-elles pas être complétées pour standardiser le calcul des situations de référence? Ouais. Cela permettrait une homogénéité de traitement entre les différents dossiers. Oui, en fait, toutes les fiches d'opération standardisées C2E ont un domaine de validité qui est précis. Enfin, notamment sur les chaudières, il y a une limite il y a un seuil à 20 MW. Voilà, c'est partie du dispositif réglementaire, donc les fiches ont un domaine de validité bien précis. C'est pas pour autant effectivement que les situations qu'il y a dedans ne seraient pas applicables ou transposables à des points de fonctionnement qui seraient pas dans la plage de validité de la fiche. Néanmoins, alors on a eu un seul précédent hein, dans l'histoire des œufs où on a eu plusieurs fois la même opération qui s'est déroulée sur plusieurs sites industriels différents. Voilà, en 6 ans ou 8 ans d'existence du dispositif, c'est arrivé une seule fois. Donc moi je crois pas trop à l'hétérogénéité de traitement sur un même cas, d'autant plus qu'on est tous dans la même équipe, on se parle, donc on homogénise quand même les instructions. Et encore plus quand c'est la même opération. Ok. Question de Monsieur Barth. La récupération de chaleur pour réutilisation sur le même process est-elle dans le scope? Si oui, quelle est la situation de référence? J'ai déjà répondu à la question. En général, sur la chaleur fatale, on a une situation à nul. Mais ça dépend si c'est dans les règles de l'art ou pas, cette règle de chaleur. Mais en tout cas, fondamentalement, c'est éligible. Ok. Bon, je pense avoir à peu près traité les questions sur les situations de référence. Notre critère, donc c'est sur les critères de la notion de grande entreprise. Pour des entreprises détenues par un groupe, est-ce qu'elles sont éligibles? Oui, enfin, là, nous, on n'a pas de critère sur la taille d'entreprise, on a un critère à 3 millions d'euros. Donc, il faut que le coût projet total soit supérieur à 3 millions d'euros. Après, on prend toute entreprise industrielle qui vient avec un projet supérieur à 3 millions d'euros. Donc, la taille, en fait, la taille de l'entreprise va moduler l'aide maximale. Alors, il y a quand même des questions très différentes. Une question aussi sur une société d'embouteillage. L'économie d'énergie que je viens de calculer se situe dans l'isolation du bâtiment. Donc, est-ce que l'isolation du bâtiment est éligible? On a déjà eu ça comme question. Je vais tenter de répondre parce que j'ai la parole, mais si Elsa, je me plante, tu me corriges. En fait, la partie enveloppe du bâtiment n'est pas dans le scope, mais par contre, on peut envisager de l'intégrer s'il y a des invests sur la partie process. C'est ça. D'accord. Ok. Pourriez-vous définir la notion d'assiette? Alors là, on va revenir plus sur les logiques de financement. Pourriez-vous redéfinir la notion d'assiette de financement, subvention, vis-à-vis de ce qui vient d'être présenté? Est-ce que si l'investissement est envisagé au niveau de l'état de l'art en termes d'efficacité par rapport au coût d'investissement, alors tout est finançable? En fait, l'idée, et c'est notamment la philosophie qu'il y a aujourd'hui dans le C2E, sur laquelle aujourd'hui on se cale, c'est d'accompagner ce qui va au-delà de la bonne pratique et d'état de l'art.
Donc il faut aller plus loin en fait. Il faut aller plus loin que la situation de référence. Une seule mise à niveau. Un exemple assez concret. Aujourd'hui, alors je suis pas spécialiste du truc, donc il faudra me pardonner quelques approximations. Mais sur les moteurs, aujourd'hui les rendements des moteurs sont mis sur le marché, disponibles à la vente, sont imposés. Et bon, ce qui fait qu'entre guillemets, si vous changez vos moteurs, bah, vous n'avez pas le choix. Vous avez que ça, vous pouvez n'acheter que ce type de produit-là. Donc sur ça, on ne va pas vous aider. Par contre, si vous achetez des moteurs qui sont plus performants, de classe, alors je ne sais pas quel niveau de classe on en est aujourd'hui sur le minimum imposé, mais si vous achetez du IE3 ou du IE4 plutôt que du IE2, qui est le standard, c'est là où on va vous accompagner. Par contre, on ne vous accompagnera pas à acheter du IE2. Okay. Les 3 millions peuvent-ils s'additionner entre sites? Une entreprise ayant un projet d'investissement efficacité énergétique qui touche des équipements installés sur plusieurs sites peut-elle additionner l'investissement total de tous les sites pour atteindre les 3 millions? Alors, l'arrêt qu'on a sur... Ouais, vas-y. Non, on est bien sur des investissements sur un même SIRET, donc pas sirène, mais sur un même SIRET, donc sur un même site. Ok, donc ça vous avez répondu. Existante. Je suis désolé, hein, je relis. Une question qu'on n'a pas abordée. Le dispositif est-il applicable à la Nouvelle-Calédonie? Oui, pas de restriction. Ok. Ah, ça, on ne l'a pas abordé. Est-ce que le dossier doit présenter des économies d'énergie au niveau électricité économisée, énergie secondaire ou des énergies primaires? En gros, est-ce qu'on calcule en primaire ou en secondaire? Et alors, comment le considérer? Peut-on passer par le coefficient des 2,58? On est bien sur des économies d'énergie en énergie primaire. Pour les... Et donc, du coup, les coefs de conversion, on a eu la question, on la mettra dans les FAQ, les différents coefs de conversion. On les donnera à disposition. On les mettra à disposition, pardon. Ok. Dans le cas d'un projet énergétique porté par un tiers investisseur pour un client industriel, qui va toucher l'aide? C'est toujours celui qui finance qui touche l'aide, celui qui porte les investissements. Ouais. En fait, nous, on verse la subvention sur facture et à celui qui paye la facture, quoi. C'est plus sain en termes de fonctionnement. Ok. Comment sont intégrées ou sont-elles intégrées les aides OPEX par rapport au plafonnement? Les aides OPEX, alors pour le moment, moi j'ai pas connaissance d'aide OPEX, peut-être sur l'électricité, production de NR. Monsieur Poyet, peut-être, vous pouvez prendre exceptionnellement la parole, qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Stéphane Poyet de chez Engie, Cofidis. Vous pourrez activer votre micro, et puis non, il est parti. Bon, Moi, de toute après, façon, là, on est sur de l'aide à l'invest. Donc, on regarde les coûts d'investissement sur l'AP Indus EE. Et donc, du coup, sur le calcul de l'aide, on est borné par les taux d'aide max au niveau européen. On est borné par le TRB à 24 mois, qui est également l'autre borne. Et dans le calcul de ce TRB-là, on déduit effectivement le gain financier associé aux économies d'énergie. On considère également en gain la partie CO2 pour les sites qui sont soumis à quota. Ok. Monsieur Guerra, qui ne comprend pas bien le principe du scénario contrefactuel.
L'aide déclenche en général le projet, sinon on reste à la situation initiale. Alors c'est typiquement l'argumentaire qu'il faut manier avec précaution, c'est-à-dire si j'ai pas d'aide, je fais rien, parce que dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, vous allez, au lieu d'investir cette année, vous allez peut-être plutôt investir, attendre vraiment la fin de vie de l'équipement pour le remplacer, plutôt que de le remplacer en anticipation. Vous allez avoir de la maintenance à faire, vous allez, enfin voilà, il y a plein d'histoires à raconter autour du scénario contrefactuel, mais dans les faits, les industriels font rarement rien. Donc là, ce qu'on cherche à avoir, c'est ce qui est fait. Voilà, l'absence d'aide. Ok. Je reviens là sur la situation de référence. Le remplacement de machines anciennes et peu performantes et disséminées sur plusieurs sites peut-il être considéré comme une situation de référence si on envisage de les remplacer par une machine unique sur un seul site, optimisée ainsi en fonctionnement? Faut un cas concret là derrière. C'est encore un joker, mais je veux bien en discuter en bilatéral. Ouais. Est-il prévu de prendre en compte l'énergie grise déployée pour la fabrication des nouveaux équipements? Non, pas en tout cas pas sur cet appel à projet là. C'est des modalités qui pourraient être envisagées, mais en tout cas sur cet appel à projet là, non, on est vraiment purement en gain énergétique et sur un ratio coût d'invest versus gain financier généré par les économies d'énergie. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de dépenses non éligibles sur un projet et qui contribuent à atteindre les 3 millions d'euros? Alors en dépenses non éligibles, on a notamment l'achat de terrain. Si vous prévoyez par exemple je ne sais pas si un nouvel équipement nécessite que vous étendiez votre bâtiment, l'achat de terrain ne sera pas éligible. Je crois qu'il me semble que c'est la seule dépense qui est inéligible. Non, il peut y avoir d'autres choses. Et le coût classique, c'est une augmentation de capacité de production. Une augmentation de capacité de production, c'est pas. On va déduire la quote-part correspondant à l'augmentation de capacité de production. On finance vraiment l'idée, c'est de financer la partie économie d'énergie. Comment peut-on apprécier la situation de référence au niveau d'un site dans le cadre d'une grappe de projet? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Il y a quand même un petit peu de littérature sur le niveau de performance ou d'émissions sur les sites industriels. Enfin, à l'heure actuelle, on travaille sur le ciment. Côté ADEME, on est capable de vous dire quelle est la consommation spécifique moyenne d'une cimenterie, quoi. Donc il y a des chiffres dans la littérature, c'est trouvable. C'est trouvable, il ne faut pas raisonner en termes de site, il faut raisonner en termes de produits. Donc du type consommation par tonne de produits Ouais, exactement, ouais. fabriqués. Faut raisonner plutôt en production, ouais. Toujours ramener ça. En fait, globalement, les situations de référence, c'est beaucoup plus clair, elles sont beaucoup plus lisibles. Si elles sont ramenées en consommation spécifique, plutôt qu'en rendement ou quoi que ce soit. Si on ramène les situations de référence en consommation spécifique, c'est bien parce qu'après derrière, ça peut également permettre d'isoler ce que je disais tout à l'heure, tous les sujets autour de la variabilité des quantités de production. Voilà, donc ça c'est des choses. Si on a une consommation spécifique, on ajuste le niveau de prod derrière et du coup ramener. Alors je ne l'ai pas évoqué, mais si on peut avoir le coût d'investissement, mais c'est peut-être beaucoup demandé, le coût d'investissement ramené à la tonne produite. Ouais, enfin, voilà, c'est des choses qui permettent de bien dégager vraiment ce qui est lié à l'efficacité énergétique et ce qui est moins lié à l'efficacité énergétique. Donc du coup, qu'on peut inclure ou pas en fonction des cas sur la des dépenses éligibles. Alors, est-ce qu'un projet de décarbonation de la logistique pourrait être éligible? Et dans ce cas, quelle serait la situation de référence? Véhicule thermique équivalent ou équivalence? Alors les entrepôts ne sont pas éligibles, enfin, sauf si Elsa, tu me contredis.
On est bien sur des sites, sur de l'industriel, donc Ouais, donc là, c'est la logistique industrielle, non? Ça rentrerait pas dans le. Non, on est vraiment sur la production, l'appareil Ok. productif. Projet de remplacement d'éclairage par LED. Est-ce que c'est dans le scope de ce qui pourrait être éligible? Ça pourrait. Faut arriver à 3 millions d'euros quand même, hein. Alors là, Thomas Boucher, je pense qu'il a eu sa réponse, hein, puisque le dispositif peut-il être applicable à des rétrovitages de moteurs de bateaux ou véhicules si on considère une somme globale de 3 millions d'euros? Donc là, si je comprends bien, c'est pas de l'industrie, donc non. Non, on est vraiment sur site industriel. Ouais. On est d'accord. Pouvez-vous expliciter l'aide de 900 kg euros qui ne nécessite pas de situation de référence? c'est une enveloppe qui a été débloquée par l'État. Je peux pas spécialement en dire plus. Je sais pas, Guillaume, si tu as des éléments, j'ai pas te. Non, j'ai pas d'éléments, mais globalement, c'est des aides que certaines boîtes ont touché, en tout cas en partie. Et donc, au moment du dépôt de votre dossier, il faudra que vous nous disiez combien vous avez touché de ce type d'aide en montant pour qu'on dépasse pas le. Alors, je crois que c'est pas 900, il me semble que c'est 800. C'est 800. Oui, c'est 800. Que je me vante. 800. Voilà, qu'on dépasse pas ce montant-là. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme les règles de minimis, où les règles de minimis, c'est adossé à aucun système d'aide. C'est un chèque qu'on peut faire pour accompagner n'importe quelle entreprise, mais c'est plafonné à un certain montant sur 3 ans. Et donc, dans cette situation-là, les entreprises doivent vous dire quelque part où elles en sont dans leur capacité à toucher ce type d'aide. Ça va être un petit peu le même fonctionnement. Ok. Une question concernant les sites EUETS, donc sur la valorisation financière des quotas. Si l'industriel concerné par le projet n'a pas atteint son quota imposé par le système EUETS, le projet peut participer à cette démarche de ne pas atteindre les quotas et l'industriel ne peut attendre de valorisation financière sur le marché réglementé des quotas associés au projet. Dans ce cas, la valorisation financière ne devrait-elle pas être exclue du calcul du TRB? On en discute en bilatéral, si vous voulez bien. Les économies conduisant à des économies d'électricité sont-elles bien dans le scope? Oui. Le démantèlement de l'ancien équipement est-il éligible à l'aide? Ça peut faire partie des dépenses éligibles. Très honnêtement, je ne sais pas quelle est notre pratique en la matière, il va falloir qu'on se renseigne, mais c'est une dépense nécessaire à la mise en place de nouvel équipement. Donc, dans la philosophie de dépenses nécessaires à la mise en place de nouvel équipement, le démontage de l'ancien, ça en fait partie. Et globalement, on accompagne l'ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation du projet. Donc, ça inclut aussi les dépenses d'ingénierie, hein. Il peut y avoir des échafaudages à mettre en place, tout ça, ou du génie civil. Ça aussi, c'est des dépenses qui sont éligibles en partie. Ok, il y avait une histoire sur une question concernant la substitution d'achat d'azote et autres gaz par camion. Serait-il éligible si on met en place une production locale malgré une augmentation de consommation d'énergie primaire? Alors non, parce qu'on est bien sur un appel à projet efficacité énergétique. Donc Guillaume, corrige-moi si je me trompe, mais là on est sur de la substitution. Non, et puis on est plutôt sur une approche matière. C'est beaucoup qu'on discute quand même sur, notamment dans le cadre des appels à projets qu'on va ouvrir l'année prochaine. Mais en tout cas, dans l'appel à projet Indus EE là pour dans 3 semaines, c'est pas éligible. Donc je peux vous inviter à déposer votre projet dans l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt sur la décarbonation de l'industrie. Que se passe-t-il si au bout de 36 mois après signature de la convention, aucun investissement n'a pu être mené? Alors,
juridiquement, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que vous êtes tenu de mener les premiers investissements dans les 36 mois. Donc je pense qu'il y a, je ne sais pas si on va jusqu'au remboursement de l'aide, mais je pense. Ouais, je pense qu'il. Enfin, en général, on négocie beaucoup hein, l'ADEME, donc faudra vous expliquer pourquoi au bout de 36 mois vous n'avez rien fait. Et puis après, on avise. En toute idée, mine de rien, enfin, on insiste beaucoup dessus, c'est important. Sur les projets qu'on attend là dans 3 semaines, c'est des projets pour lesquels la décision d'investissement est déjà quasi prise et limite les coups de pelle se lancent l'année prochaine, quoi. Tout simplement parce que voilà, on a une fenêtre de tir assez courte avec une enveloppe limitée, mine de rien, somme toute. Et donc du coup, on va vraiment prioriser les projets les plus matures. Donc typiquement, si vous savez que aujourd'hui que les investissements auront lieu que dans 3 ans, c'est peut-être plutôt à l'appel à projet de l'année prochaine, voire 2022, pardon, qu'il va falloir candidater. Okay. Alors je vais. Ah oui. Dans le cas d'un projet qui génère de l'efficacité énergétique et tout en augmentant la capacité, comment est-ce que cela va impacter le calcul de l'aide? J'ai une absence. Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Dans le cas d'un projet qui génère à la fois de l'efficacité énergétique tout en augmentant la capacité, comment est-ce que cela peut impacter le calcul de l'aide? En fait, faut déduire de l'assiette des dépenses le coût associé à l'augmentation de la capacité de production. Donc on en revient là au slide que j'ai présenté tout à l'heure sur une estimation de ce coût-là. Alors je sais pas, un prorata, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Enfin, voilà, faut regarder encore dans le détail du dossier. Mais ouais, faudra déduire la partie liée à l'augmentation de la capacité de prod. Ok. Ensuite, il y a une question concernant le lien avec le fonds chaleur. La récupération de chaleur pour réutilisation sur un autre procédé est-elle dans le scope ou bien doit-on viser plutôt une aide du fonds chaleur? Plutôt du fonds chaleur. Tout ce qui est éligible au fonds chaleur n'est pas éligible à l'appel à projet ici, parce qu'on est bien sur une complémentarité des fonds et pas sur un recoupement des thématiques. Maintenant, si vous avez des projets qui sont un peu à cheval entre les deux, typiquement une récupération de chaleur avec valorisation sur un même procédé et sur un autre ou vers l'extérieur, là, n'hésitez pas à revenir vers nous, on va s'arranger pour voir vers quel guichet vous redirigez. De toute façon, les taux sont les mêmes des deux côtés. Un projet de dépollution de l'air chaud dont la chaleur est valorisée fait-elle partie des dépenses éligibles? Oui, c'est un projet qui peut rentrer dans l'appel à projet. Alors ensuite, là, on va commencer à rentrer dans les points un peu particuliers. Sur un projet biomasse, si on rajoute une TAV ou ORC non aidée normalement par le BCIAT, faut-il basculer tout le projet sur l'appel à projet ou créer un appel à projet juste pour la TAV et l'ORC avec risque de CAPEX inférieur à 3 millions d'euros? Alors moi, j'ai pas la réponse. C'était plutôt Sylvain qui l'avait là, qui suit le BCIAT. Oui, je sais qu'on s'est posé la question là-dessus. Alors attendez, j'essaie de retrouver la réponse. Ok. Je pense que globalement, pour l'instant, on a fait à peu près le tour. Alors, j'ai retrouvé une partie de la réponse, Marc. Merci. Ouais. Tout ce alors, il n'est pas exclu qu'on ait une production d'électricité à partir de la chaleur produite à partir de biomasse, donc sur une nouvelle installation. Maintenant, tout ce qu'on souhaite, c'est bien que la production d'électricité ne dégrade pas la production thermique. L'objectif étant bien de valoriser la production thermique en premier lieu et éventuellement avec la chaleur qui reste, faire de la production d'électricité. Ok, une question qui reprend un peu la question précédente. Peut-on déposer pour le compte d'un industriel? Peut-on ensuite faire bénéficier l'industriel de l'aide obtenue?
tout à l'heure, on a compris que Oui, c'était oui, je pense qu'on exécutait. je vais déposer, on fera le tri plus tard. C'est aussi le cas. Il peut y avoir des bureaux d'études ou des bureaux de conseil qui font tout le montage de dossiers. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques, pardon. Par contre, voilà, entre nous, il faut être clair, ceux qui toucheront les subventions de l'ADEME, parce qu'on est bien en subvention, vont être ceux qui vont payer les factures associées aux investissements réalisés. Okay. Alors, encore des questions concernant les ORC. Dans le cas d'un ORC, la situation initiale à considérer est-elle bien la consommation électrique des 12 à 36 derniers mois et la situation future, la consommation électrique initiale moins la production électrique future? Très honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi concrètement comment on allait instruire les ORC. C'est éligible, donc on va voir, on va regarder, ouais. Mais je vois le sous-jacent de la question. Et quelle est toujours sur les ORC l'assiette subventionnable? Alors, a priori, l'ORC plus la tuyauterie. Ok. Et puis une question de Monsieur Barthes, y a-t-il une tolérance sur les éléments liés au management de l'énergie sur le site? Je veux bien la précision sur qu'est-ce qu'il y a derrière la tolérance. Bon, donc voilà, j'ai à peu près couvert toutes les questions. Du coup, on va vous envoyer les supports. Dans les supports, vous avez l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter, notamment sur les 2-3 cas. Ouais, je n'ai pas botté en touche si souvent que ça, mais sur les cas où j'ai botté en touche, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on regarde un petit peu plus vos questions dans le détail. Et puis les autres, si vous avez d'autres questions qui arrivent, faut pas hésiter. Enfin, on sait que c'est un élément critique sur le dossier et vous comme nous, on a intérêt à ce que ça soit le mieux ficelé possible. Très bien. D'autre part, donc, alors là, je parle sous le contrôle de Daniel et de Patricia. Normalement, donc, vous aurez à disposition donc la vidéo, enfin l'enregistrement, pardon, de ce webinaire avec les slides sur le site de la T2E. Daniel, c'est ça? Oui, Patricia va envoyer, je pense, à tous les participants du webinaire d'aujourd'hui, hein, sans problème. Ensuite, Guillaume a parlé d'une FAQ qui allait être constituée par l'ADEME dans les jours qui viennent. Ensuite, je me permets aussi de rappeler pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec les certificats d'économie d'énergie, le guide des opérations spécifiques, notamment dans la version actuelle, c'est la page 17, où on essaye de bien expliquer les situations de référence. Hein. Je mets un équipement nouveau ou j'améliore un équipement. Il y a plein de questions qui sont là-dessus. En fait, la réponse est un peu toujours la même et elle est dans le guide des opérations spécifiques. Vous pouvez vous y référer. Hein. Voilà. Et puis moi, je voudrais juste remercier nos amis de l'ADEME. Et puis, donc, bon courage pour tous ceux qui vont monter maintenant des dossiers. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de dialogues, je pense, à engager avec l'équipe industrie de l'ADEME sur des projets un petit peu particuliers. Donc, merci à tous. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi.